Mais d'abord, ces lits qui ferment dans nos hôpitaux publics faute de personnel soignant, lassitude passagère ou crise de sens. Avant de donner la parole à nos experts, le débat, c'était à la une de Libération, les révélations de Libé, synthétisées par Jérôme Rabier. C'est un chiffre choc révélé par nos confrères de Libération. 20% des lits des hôpitaux ne seraient pas utilisés, faute de personnel soignant pour les ouvrir. Ce chiffre vient d'une enquête flash réalisée par le professeur Delfrécy, qui est à la tête du conseil scientifique chargé de proposer des solutions à l'exécutif pendant la crise du Covid. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ne nie pas l'ampleur du phénomène, mais jure de tout faire pour y pallier et rappelle les hausses de salaire décidées lors du Ségur de la santé. Beaucoup de nos soignants sont épuisés par la charge mentale et le rythme de travail de la crise. Avec un Ségur, je leur donne un cap et des raisons de tenir. De l'autre côté, j'active tout ce qui peut pallier le manque d'effectifs. Alors que l'enquête flash portait sur 16 CHU et CHR, le gouvernement promet prochainement une étude nationale sur le sujet, mais rappelle qu'avant la crise, 10% des lits étaient déjà fermés. Malheureusement, cela fait des années que notre hôpital souffre de manque de personnel qui nous contraignent à ne pas pouvoir ouvrir tous les lits. Nous rencontrons encore des difficultés de recrutement, des problèmes d'absentéisme, de démission, surtout après la crise et surtout chez les paramédicaux. Au groupe communiste du Sénat, on juge que c'est encore et toujours la logique comptable qui fragilise l'hôpital public. Il y a une politique du gouvernement qui est de fermer des lits parce que c'est toujours pour affaiblir l'hôpital. Et puis des conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, les personnels hospitaliers quittent l'hôpital parce qu'ils n'en peuvent plus. En attendant que de nouveaux personnels soient formés ou recrutés, la crise risque de s'installer dans la durée et concrètement, pour les patients, allonger les délais de prise en charge ou multiplier les reports pour des interventions. La crise de l'hôpital public, je vous présente mes invités, nos experts pour ce soir. Patrick Pelloux, bonsoir. Bonsoir. Médecin urgentiste à l'hôpital Necker à Paris, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Bruno Megarban, bonsoir. Bonsoir. Chef du service réanimation médicale et toxicologique, c'est à l'hôpital Lariboisière à Paris. Frédéric Bizard, économiste de la santé. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez L'autonomie solidaire en santé, c'est aux éditions Michalon. J'accueille également en visioconférence avec nous Rodolphe Bourret, qui est directeur du centre hospitalier de Valenciennes. Bonsoir, bienvenue. Votre hôpital qui est premier du classement du Point pour la seconde année consécutive. Souvent donné en exemple, on verra pourquoi. Vous nous direz ce que vous en pensez de cette crise dont on parle. Et puis Mathieu Croissando, évidemment, éditorialiste à mes côtés, comme chaque lundi et mercredi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Peut-être votre constat pour commencer. On l'a vu à la une de Libération, on l'a vu avec ce sujet de notre journaliste Jérôme Rabier. Bruno Megarban, je commence avec vous. La crise, cette crise dont on parle nous aujourd'hui journalistes, vous la voyez, vous la sentez poindre depuis combien de temps? Je parle des lits fermés faute de personnel. Écoutez, moi, déjà, à début de l'été, 40% de mon personnel infirmier m'a donné son intention de quitter le service à la rentrée. Donc évidemment, à la rentrée de septembre. D'accord. Donc ça mettait le service en très grande difficulté. Notamment, on s'attendait à ce qu'il y ait un rebond épidémique cet hiver. Donc heureusement, en discutant, je remercie l'encadrement pour ça, on a réussi à étaler les départs. C'est pas pour autant que le personnel ne part pas. Vous n'avez pas fait changer d'avis, mais simplement... C'est impossible. Alors pourquoi ils partent? C'est pas parce que je suis tyrannique ou parce qu'ils ne s'intéressent pas aux patients qu'ils prennent en charge. Parce qu'ils se sont rendus compte après la crise, d'abord, que les conditions de travail étaient extrêmement difficiles, qu'il n'y a pas eu la reconnaissance attendue de tout ce qu'ils ont fait, en termes de salaire bien sûr, mais surtout en termes de qualité relationnelle avec les patients, en termes de valorisation de leur profession, en termes de possibilités dans l'avenir. Et puis évidemment, on va dire... La crainte d'avoir à nouveau à vivre une autre vague a fait qu'effectivement ils ont souhaité partir. Alors partir pour beaucoup en changeant de région, en allant plutôt vers la campagne, en changeant de profession pour certains. Voilà. Même s'ils sont toujours attachés à leur travail. Et c'est vrai que pour beaucoup, et ça c'est un problème aussi, peut-être qu'on va en parler, le fait d'avoir côtoyé des intérimaires pendant la crise Covid, eh bien, leur a montré que certaines personnes pouvaient toucher le double du salaire, choisir leurs horaires, et finalement faire le même travail. Et ça, bon, évidemment, ça a un constat qui est assez général, ça a donné des thèmes quelques idées à certains. Patrick Pelloux, c'est vrai aussi aux urgences?
cette lassitude Les urgences, c'est la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements du système. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à mettre un malade en réanimation, il va aux urgences en attendant. Bon. Là, la dégradation, c'est du jamais vu. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, que vous m'interviewez régulièrement. J'ai jamais changé ma ligne. J'ai jamais vu ça. C'est intéressant ce que vient de dire Mederban, parce que quand d'un coup on dit les gens partent en province, quand on parle avec ceux qui sont de la province, ils disent ils partent aussi. Donc on ne sait pas où ils vont. Non, c'est pas mieux. Et c'est dramatique. L'histoire des intérims, passionnant à comprendre l'histoire d'intérim. C'est la loi Bachelot, 2008-2007. On enlève les codes pour pouvoir travailler, faire de l'intérim, embaucher, etc. C'est la flexibilité du travail. Très bien. D'accord ? Quelques dizaines d'années après, c'est un échec total. Parce qu'en effet... C'est plus rentable de se placer comme intérimaire. Comme intérimaire, évidemment. Et du coup, c'est pas eux les méchants, c'est juste un système qui a fait une inflation sociale considérable et ça a cassé le truc. Ce qui fait que là, le personnel n'a pas le moral. Ça, c'est sûr, on en fait tous partie. Jamais j'ai vu autant de burn-out. Et ça, c'est vrai, c'est tellement vrai qu'à l'assistance publique, ils ont créé une cellule contre la violence au travail. Enfin, d'accord. Troisièmement, on est complètement obsolète sur la gestion du personnel et sur la relation. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un encadrement qui est de plus en plus éloigné parce qu'on a mis l'encadrement à faire de la technostructure et remplir des tableurs Excel. Formidable. Plus du tout à côté du personnel. L'encadrement, c'est l'encadrement administratif ou c'est les chefs de service, les médecins chefs de service aussi parce qu'on les a éloignés sciemment de plus en plus du lit du malade pour leur faire de la gestion, de la prospective et des comptes. Et c'est comme ça. Ce qui fait qu'il y a une perte de l'adhésion collective par rapport à la chose hospitalière. Et les infirmières, quand on parle avec elles disent « je ne me reconnais plus dans l'encadrement ». Là où vous voyez tous les grands systèmes des entreprises ont évolué sur les ressources humaines. Ils ont fait évoluer sur de la démocratie participative, sur des trucs comme ça, etc. C'est devenu, il y a des socles et ça descend et ça monte. À l'hôpital, on est resté pyramidal. Et donc, d'un coup, le truc ne pouvait plus fonctionner. Ce qui fait que là, on constate, parce que oui, il y a eu des augmentations de salaire, ça c'est sûr. Le manque de lits, en novembre 2019, on faisait avec le collectif interhospitalier des manifestations avec toutes les confédérations syndicales pour dire on manque de lits, on a fermé trop de lits, etc. Personne ne nous écoutait. Là, je ne sais même pas pourquoi le conseil scientifique a fait cette étude, mais tant mieux. Mais je sais pas, le conseil scientifique donne son avis sur tout maintenant, donc c'est très bien, parfait. Ça nous donne l'occasion d'en parler. De se débattre et puis de venir à Public Sénat, c'est très très bien. Oui. Mais on savait ça. On savait. Et là, le drame, il est total. Oui. Frédéric Bizard, en préparant l'émission, j'ai trouvé ce chiffre. Les infirmières et infirmiers tiennent en moyenne 8 ans avant de renoncer. Donc c'est quand même impressionnant, quoi. L'effet de lassitude, l'effet de burn-out ou de turnover, pardon, d'employer tant d'anglicisme. C'est quoi ? C'est la perte de sens dont parle Patrick Pelloux à l'instant. Est-ce que c'est ça le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Oui, en grande partie, mais il faut essayer de l'expliquer. Oui. Il faut essayer d'y poser un diagnostic. D'abord, quand vous travaillez sur un peu les réorganisations des systèmes de santé, des modèles de santé, c'est très difficile de réformer un système de santé et vous ne savez pas quel va être l'élément déclencheur. Si vous regardez aux États-Unis, l'Obamacare, 50 millions d'Américains qui sont sortis du système assurantiel. Là, pour des gens qui ont un peu une fibre sociale, on se dit ça suffit, c'est la fin de la chose. En France, on a un pays tellement riche, avec une telle qualité de ressources humaines, que la difficulté, c'est quand est-ce qu'on va prendre conscience que ce que l'on sait tous là, qu'il y a un problème à l'hôpital, qu'il y a un problème en ville, qu'il y a un problème dans les EHPAD, que notre système n'est plus adapté à son environnement, parce que vous avez deux choses qu'il faut comprendre. Notre système a été bâti sur les ordonnances de Bray, pour faire rapide, en considérant, à juste titre, que l'hôpital public devait être le carrefour des soins, principalement des soins complexes. On laissait les soins courants en ville, mais donc quand même de tout ce qui était complexe, de la recherche, de l'enseignement. Tout se passait à l'hôpital public. Et puis, ça, c'était le pouvoir des mandarins, des chefs de service. Oui, mais non, mais c'est pas le pouvoir. C'est le modèle. Non, mais c'est le modèle, si vous voulez, qui a fait ça. On peut les appeler les mandarins et tout. Et c'est ce qu'il fallait faire pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer. Donc, on a créé le meilleur système de santé au monde. Et puis, on a médicalisé les territoires autour pour que chacun ait un accès. Et puis, au fur et à mesure des décennies, vous avez eu ce qu'on appelle la transition épidémiologique,
C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une chronicisation des pathologies. Donc, les patients étaient de plus en plus dans l'ambulatoire. Puis, vous avez des évolutions technologiques. C'est-à-dire ce qu'on ne faisait qu'à l'hôpital, on le faisait en ville, puis au domicile. Donc, l'hôpital, tout d'un coup, a perdu un peu sa place centrale, mais on a toujours considéré que rien ne changeait, donc on n'a pas repensé la place de l'hôpital. Donc, en effet, il y a la place de l'hôpital et de ceux qui y travaillent. Donc, on est resté sur ce modèle-là qui est en fait plus en adéquation. La deuxième chose, et je serai très court parce que Patrick Pelloux l'a parfaitement évoqué, c'est que ça, c'était pour essayer de maîtriser les dépenses. On s'est dit, il faut que l'État reprenne. On était dans un système très décentralisé, jusqu'au mandarin qui gérait ses ressources. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut décentraliser la gestion des ressources. Bon. Donc, pour bien gérer ça. Et en fait, on s'est dit, non. En fait, pour mieux contrôler, on va redonner toutes les manettes à l'État, qui va réadministrer le système, les ARH, les ARS, et puis les hôpitaux qui sont même plus dans les mains des directeurs, qui sont dans les mains des ARS. Puis on a mis entre les deux une autre couche avec Agence régionale de santé. Je pense que tout le monde connaît les ARS depuis 2 ans avec la crise Covid, mais bref. Mais vous êtes dans une gouvernance qui est tellement loin des réalités du terrain et qui a tout pouvoir. On a démédicalisé cette gouvernance-là, pensant bien faire. Je jette pas. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Donc, mais ça, on le savait avant le Covid. Donc, il faut repenser de façon vraiment structurelle la place de l'hôpital qui doit rester une place forte, mais qui ne peut pas être organisée de la même façon dans ce nouveau modèle. Donc, il faut penser à un nouveau modèle. Le statut de fonction publique, il ne doit pas être simplement à l'hôpital. Il faut l'étendre en ville. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, et ça a été Madame Touraine en 2015, elle dit, non, la permanence des soins, c'est qu'à l'hôpital. Le service public, c'est qu'à l'hôpital. Non, le service public, c'est dans les territoires. Il faut passer du service public hospitalier au service public territorial de santé. La permanence des soins doit se gérer par les privés comme par le public dans les territoires. Donc on remet tout à plat, c'est une réforme globale, on y reviendra évidemment. Je voudrais entendre quand même Rodolphe Bouret. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre hospitalier de Valenciennes, qui est souvent cité en exemple. Moi j'ai un chiffre en tête, je vous avais déjà interviewé il y a 2 ou 3 ans sur une autre chaîne, et ce chiffre m'avait marqué. Dans votre hôpital, il n'y a que 5% de personnel administratif contre 30% en moyenne. Ça c'est la moyenne nationale. Ça veut dire que vous êtes un peu le contre-exemple. J'ai l'impression que vous déléguez aux chefs de service une grande partie de votre pouvoir. Est-ce que c'est pour ça que ça marche mieux chez vous ? Le chiffre donné est exact. On est à 5% sur le personnel administratif. Il y a une forte délégation polaire et médicale au sein du centre hospitalier de Valenciennes. Par exemple, mes prérogatives de directeur, je les délègue à 90% aux médecins. Et donc, les médecins ont la capacité, par exemple, de faire des recrutements de médecins, des recrutements d'infirmiers, d'aides-soignantes. Ils ont la capacité d'investir sur du matériel biomédical, sur des médicaments. Ils ont même la capacité de faire des travaux. Le modèle de l'hôpital de Valenciennes est un modèle qui est basé sur un concept qui date des années 80. De l'hôpital magnétique, qui était un concept américain sur lequel, dans les années 80, les hôpitaux américains, et notamment la Mayo Clinic, qui est connue actuellement pour son excellence sur les soins, a mis en place, en fait, a vu qu'il y avait un problème d'attractivité sur ces soignants. Et pour refaire venir des soignants au sein de l'hôpital, ils ont mis en place une gouvernance totalement inversée, en mettant un administratif, un directeur, un médecin et un soignant à la tête de l'hôpital et à la tête des services. Ce qui fait que la prise de décision, en fait, est prise au niveau du terrain, et les services de structure, les services support, en fait, sont là uniquement au service du donneur d'ordre. Et le donneur d'ordre, c'est le chef de service. Et donc, on n'a plus un hôpital qui est un hôpital. Excusez-moi, Rodolphe Bouret, mais je vous interromps une seconde pour rebondir sur le constat de départ, revenir au constat de départ. Est-ce qu'avec votre modèle, vous avez moins de turnover, moins de lits fermés aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes confronté malgré tout à une crise similaire ? Alors,
Actuellement, ce que je viens d'entendre, ça c'est pas ce qu'on vit au centre hospitalier de Valenciennes. Et au centre hospitalier de Valenciennes, on n'a pas de lit fermé pour cause d'absence de personnel. On a effectivement une certaine tension sur le personnel paramédical et médical due à la situation de crise qui a été pendant 1 an et demi. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une pénibilité du travail importante, mais par contre, on a eu des départs qui sont des départs, on va dire, qui se produisent chaque année pour différentes raisons, qui sont à peu près équivalents sur les années précédentes que sur cette année. On a eu des recrutements aussi en nombre suffisant pour pouvoir maintenir des effectifs et ouvrir nos lits conformément à notre potentiel. Alors, je vous redonne la parole. Vous restez avec nous, évidemment, Rodolphe Bourret. Frédéric Bizard, on se dit, moi je suis un peu basique parfois. Ça marche là, pourquoi on ne duplique pas, quoi? C'est pas si simple. Pour une raison simple, c'est qu'un hôpital, toute institution ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas une bonne gouvernance. Et en fait, ce qu'arrive à faire l'hôpital de Valenciennes, et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire, finalement, dans le même système, Valenciennes arrive et les autres n'y arrivent pas. Oui. Il n'est pas illégal dans sa façon de travailler. Oui, mais un bon système, c'est un système qui permet à tout le monde, ou à 95% des établissements, d'être gérés comme ça. Oui. Donc, probablement, monsieur a plus d'entre-gens, plus de charisme, plus je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas accessible à un directeur d'hôpital normal. Donc c'est un problème de système. Vous voyez, quand on peut pas, on a mis énormément de moyens dans l'hôpital, mais on n'a pas fait l'essentiel, qui est parce qu'on n'admet pas ce constat qu'on vient de faire, qu'il y a un problème de gouvernance. Depuis 2009, où on a dit un seul chef, et ce chef, il sera administratif. Vous voyez, on n'en sort jamais. Et depuis, on a toujours renforcé ce sens-là, et en effet, de recentraliser plutôt que de décentraliser. Bon, et après, il y a autre chose aussi qu'il faut faire, c'est qu'il y a un problème de carrière hospitalière, parce que les carrières, si elles sont moins attractives, c'est probablement qu'il faut les repenser. Cette trivalence, c'est-à-dire que vous pouvez un peu tout faire, mais ce qui est juste impossible. Tout ça est un peu suranné. Ça veut dire quoi? C'est quoi la trivalence? C'est-à-dire que vous pouvez faire de la recherche, vous êtes PUPH, vous êtes professeur d'université, praticien hospitalier, donc vous pouvez faire du soin d'excellence, de la recherche, de l'enseignement. Enfin, vous représentez... Non. Bon, donc il faut repenser ça. Il faut probablement... Nous, on a proposé des contrats d'obligation de 5 ans qui vous permettent de diversifier les carrières. Quelqu'un qui veut, pendant 5 ans, faire du soin et de la recherche, puis 5 ans après, qui veut diversifier, il faut qu'il puisse le faire. Oui, il faut rendre attractif l'hôpital public et pas avoir des statuts. Et le statut, souvent on entend, il faut changer... Non, mais le statut le permet. Il suffit juste un peu d'y apporter les réformes. Donc il faut apporter la flexibilité intelligente qui a été apportée là-bas, de la décentralisation, et puis de l'autonomie aux hôpitaux. On y revient. On va faire un peu de politique pendant ce débat, et je vais donner la parole à Mathieu Croissant. D'abord un élément, c'est une vidéo qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux. C'est Anne Hidalgo qui est en déplacement dans le train, en route vers un hôpital de la Drôme, et qui réagit comme ça. Regardez. Bonjour, en route pour Saint-Vallier dans la Drôme. Je vais visiter l'hôpital public et on va parler de ça. Voilà, elle utilise la une de Libération. Mathieu Croissando, alors évidemment, on peut dire à Anne Hidalgo, on attend des propositions originales ou un plan pour réformer la santé. Mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui est en train de se passer, même si vous nous dites, on sait ça depuis des mois, mais n'empêche que là, c'est dans le débat public, c'est je ne sais pas comment dire ça, mais dans le bilan Covid de l'exécutif, c'est quand même un coup de canif, quoi. On a un phénomène conjoncturel, la crise Covid, qui s'ajoute à un énorme problème structurel qui est la crise de l'hôpital, qui dure depuis beaucoup plus longtemps. Sur la gestion de la crise Covid, sur le phénomène conjoncturel, quand on regarde les enquêtes d'opinion, bon an, mal an, les Français finissent par considérer que cette crise, elle a été gérée. Alors, elle n'a pas été extraordinairement bien gérée, mais ils ont regardé un peu ce qui se passait ailleurs. Et il y a un jugement qui est plutôt neutre, ou en tout cas, sinon, positif pour Emmanuel Macron. Sur la crise de l'hôpital, on ne peut pas non plus rendre ce gouvernement responsable de problèmes qui durent depuis des décennies. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'absence de ce sujet, d'une certaine façon, dans la campagne. On sort quand même d'une crise sanitaire monstrueuse qui a mis le système de santé tellement en tension qu'on a aujourd'hui des démissions qui s'expliquent par les raisons structurelles qu'on a dites, mais aussi par les raisons conjoncturelles. Et vous entendez parler, les candidats de la droite, de réduction d'effectifs. Alors ils prennent soin de dire, peut-être pas dans l'hôpital, d'insécurité, d'immigration, mais qui parle de santé ?
qui parle de santé, qui dit le principal sujet aujourd'hui, c'est ça. Il y a une demande sociale très forte pour un système de santé très fort. Il y a une réponse politique, pour l'instant très faible, qui se joue soit sur des rémunérations qui vont augmenter. Vous regardez ce que dit Olivier Véran dans Libération aujourd'hui. On a mis 10 milliards sur la table pour le Ségur de la santé. So what? Où est-ce qu'ils sont ces 10 milliards aujourd'hui? C'est pour ça que je dis que ça peut être mis au passif du bilan de la gestion de crise, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre. Je vais commencer avec vous, Patrick Pelloux, mais c'est peut-être quand même une occasion manquée, cette crise Covid. Il y avait sans doute une grande réforme à poser à ce moment-là. Avec une très grande déception, ça a été le discours en mars 2020 du président de la République quand il a dit « ça n'a pas de prix, quoi qu'il en coûte ». Donc là, comme beaucoup, moi je suis tombé de ma chaise en me disant « ah ça y est, ils ont compris ». Et puis, il y a eu cette période extrêmement difficile pour travailler, mais où on a vu des moyens, et puis il n'y avait plus de problème. Enfin, c'était fou. Plus une adhésion collective citoyenne, et il faut lui rendre hommage, où des personnels de villes venaient travailler à l'hôpital, les infirmières venaient de province, etc., etc., etc. Et une population qui était en soutien aussi. Population en soutien et tout, il s'est passé vraiment quelque chose. Je pense que ça a fait trembler un certain nombre de la technostructure qui se sont dit, mince, ils sont en train de fissurer ce qu'on a essayé de monter, et ils ont donc fait un système en réaction. Et c'est pas étonnant que la classe politique n'en parle pas, en fait, parce qu'en fait, ils ont que des potes qui sont un peu responsables de tout ça. Vous voyez, le Parti socialiste, l'erreur massive du Parti socialiste, ça a été de ne pas abroger la loi Bachelot, qui était l'hôpital-entreprise, qui était l'antithèse de ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés au gouvernement ? Ils ont gardé la loi Bachelot, ils ont fait une loi, la fameuse loi de gouvernance des hôpitaux par territoire, etc. Alors là, on ne comprenait plus rien, parce que hôpital-entreprise, mais vous devez travailler ensemble. Bah non, on est concurrents avec l'ARS. Plus personne n'y comprend rien. Ce qui fait que c'est un magma. Et en effet, il faut rentrer là-dedans. Or, vous avez une classe politique qui est d'une nullité affligeante, globalement, à part Xavier Bertrand, qui a été ministre de la Santé, qui comprend un peu les trucs. Les autres, c'est assez accablant, parce que d'un coup, évidemment, ils sont entourés de conseillers qui sont à la manœuvre. Donc d'un coup, des gens comme nous qui arrivons et qui disons non mais attendez, on se trompe complètement, faut remettre à plat. Et tu as 1000 fois raison, faut revoir vraiment les statuts. Par exemple, là, il y a un truc dont on parle pas, juste une parenthèse, ça a été la fuite de la chirurgie publique dans le privé avec la crise. Pourquoi ? Les chirurgiens, on a fermé les lits. L'hôpital public a été entièrement consacré au Covid. Très très bien. On a pris les salles de réveil, c'est-à-dire les salles qui font du préopératoire, post-opératoire, en disant on va mettre du Covid, etc. Les chirurgiens, on leur a dit vous opérez plus. Mais un chirurgien, il opère. Les cliniques privées sont allées les chercher et on dit venez opérer chez nous. Et ils y sont restés. Ils y sont restés parce que évidemment. Pourquoi ? Et ce qu'ils disent, et quand vous parlez avec eux, ils vous disent vu les difficultés qu'il y a à l'hôpital public, ils préfèrent être en clinique où d'un coup, quand on leur dit le bloc commence à 7h, il commence à 7h. On a perdu ça et quelque part, je suis désolé, mais quelque part, c'est voulu parce que quelque part, fallait casser le service public hospitalier. Et c'est voulu sur des exemples qui étaient des exemples nord-américains où on disait, voilà, il faut que ça parte dans le privé, etc. Et puis on va faire de la chirurgie ambulatoire et puis on va faire des tas de trucs comme ça qui ne répondent pas à l'attente de la population. Parce que derrière ça, essayez de trouver un cardiologue dans certains secteurs en France, vous ne le trouvez pas. L'accès à la psychiatrie est dramatique. Quand vous parlez avec les pédopsychiatres, ils vous disent mais oh là là, la jeunesse, où elle va, comment l'hospitaliser. Et c'est à tous les niveaux, Bruno Megarban, je reviens sur l'occasion manquée peut-être à l'occasion de cette crise Covid, le Grenelle de la santé. Est-ce que vous, dans la lassitude exprimée par les personnels dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui expriment depuis des mois qu'ils veulent partir, il y a clairement cet argument-là, de se dire on y a cru à un moment, on s'est dit la société est derrière nous, le gouvernement nous annonce des hausses de salaire et puis finalement on ne voit pas grand-chose changer. Est-ce que vous avez vu ce discours-là ? Alors c'est vrai qu'en fait on a connu, en tout cas moi comme chef de service, 2 mois idylliques. En fait, où effectivement on pouvait rencontrer un médecin le matin et lui demander de travailler le soir. Malheureusement ça n'a duré que 2 mois. Pendant ces 2 mois on pouvait, si on avait besoin d'un appareil, eh bien, immédiatement appeler le fabricant et demander sa livraison le soir. Malheureusement, tout a changé. Très rapidement, en fait, dès mai 2020, la technostructure est réapparue avec son millefeuille
qui est de plus en plus complexe. Et en fait, on doit remplir des Excel, si vous voulez, en pratique, qui vont aller à la première direction, qui doit envoyer à la deuxième direction, qui doit monter à la troisième direction. Ça veut dire que vous faites de moins en moins de médecine, en fait? Quasiment pas, en fait. Ouais, c'est ça. Quasiment pas. Comme chef de service, très peu, en fait. Et quand vous êtes PH et que vous êtes sur le terrain, vous êtes déconsidéré. On vous prend pour un imbécile. Parce que vous êtes sur le terrain. Parce que tu es sur le terrain et tu soignes des malades. Et quand tu dis il y a un truc qui va pas, on t'écoute pas. Les seuls moments où je fais de la médecine, c'est quand je suis de garde, en fait, la nuit, où je suis le seul médecin. Donc là, je fais de la médecine. Voilà. Mais sorti de là, je suis dans mon bureau à remplir des Excel. Parce que si je ne le fais pas, eh bien, le service est déconsidéré. Je ne reçois plus rien. Je suis perdu. Donc je suis obligé de remplir. Et d'ailleurs, c'est une administration qui s'est, on va dire, entretenue, à tel point qu'effectivement, elle représente 30 à 35% des salariés de l'hôpital public. Et en fait, une administration en demande une autre qui va contrôler celle d'après, etc. Et ce qui fait qu'effectivement, eh bien, on est noyé par les documents administratifs entre ceux qui doivent nos demandes indispensables, mais aussi le contrôle de ces demandes. Et finalement, n'ayant aucun moyen financier en main, eh bien, on dépend totalement, on est point lié à ces administratifs. Ce chiffre lu dans l'enquête de Libération, environ 4000 infirmiers et infirmières de la région Rhône-Alpes pointent actuellement au chômage dans l'espoir d'obtenir un travail beaucoup mieux payé en Suisse ou en Allemagne. Bien sûr. J'ai trouvé ça vraiment frappant. Rodolphe Bourret, je reviens vers vous. Je n'ai pas la réponse à la question, je n'ai pas trouvé ça en préparant l'émission. Est-ce que vous payez mieux on va rester sur les infirmières et les infirmiers à l'hôpital de Valenciennes, ou est-ce que finalement vous êtes dans la même épure que chez vos collègues? Qu'on est dans la même épure, on a utilisé les mesures Ségur pour augmenter notre personnel, mais autrement on est dans la même épure. Mais par contre, ce qui change, ce sont les conditions de travail. Nous, les conditions de travail, ce sont des conditions de travail qui sont décidées par les médecins et les équipes soignantes et médicales. Si on regarde la crise Covid, nous, au niveau du centre hospitalier de Valenciennes, on n'a pas déstructuré notre organisation. Notre organisation, elle est tournée vers le soin. Et donc, on a une organisation, pas de structure, pas de moyens, mais on a une organisation qui est orientée vers le patient. Donc, quand est arrivé le Covid, en fait, les médecins au lieu de traiter des patients avec des maladies conventionnelles, ils ont traité le Covid. On a changé l'orientation de l'offre de soins. Quand la première vague est arrivée, on avait déjà anticipé le fait qu'il fallait des SAS, qu'il fallait des unités Covid particulières, etc. Et en fait, ce sont les médecins qui ont donné des ordres aux administratifs et qui se sont mis en ordre de marche pour pouvoir accueillir les patients. Quand la première vague a été terminée, nous, l'hôpital, il a repris un fonctionnement classique, c'est-à-dire qu'on n'a plus soigné de patients Covid et on a soigné des patients de manière conventionnelle. Ce qui veut dire que la structure telle qu'on l'a, nous, elle est très agile. Les circuits administratifs sont très, très rapides. Je donne un autre exemple qui est assez amusant. J'émets pratiquement aucune note de service. Quand il y a des notes de service qui sont faites, elles sont faites par les médecins. Et donc, ce sont eux qui émettent les notes de service, par exemple, pour les fermetures de lits ou pour la présence de médecins qui viennent d'arriver, etc. Donc, on est véritablement dans un système qui est repensé autrement. Donc, vous dites que ce n'est pas seulement une question de salaire. Frédéric Bizard, sur cet aspect du salaire. Alors, c'est pas uniquement une question de salaire, mais enfin, quand pendant 10 ans, vous, en partie, gelez le point d'indice, c'est-à-dire que vous gelez la hausse de la rémunération, quand vous négligez la formation continue qui vous permet de progresser, de passer d'une aide-soignante à une infirmière, parce que justement, il y a des problèmes de ressources, vous n'aidez pas non plus à ce que l'environnement soit stimulant. Combien peuvent gagner de plus en Suisse ou en Allemagne, par exemple? C'est quoi, le double? Vous avez la même chose. Mais de toute façon, ce pays a relativement paupérisé depuis 20 ans ses enseignants, ses soignants, ses pompiers. Voilà, il y a un vrai problème de reconnaissance dans la valeur. Quand vous voyez, mais vous pouvez prendre aussi en ville une consultation de 25 €. Enfin, vous n'avez pas ça dans d'autres pays développés. Donc, l'infirmière est payée moins que le salaire moyen, ce que vous n'avez pas ça dans les autres pays développés. Donc, vous avez un vrai problème de reconnaissance générale. Ce que disait Patrick Pelloux, c'est de dire, nous, on s'en fout parce qu'on soigne. Vous soignez et donc, vous êtes presque petite main. Donc, c'est un vrai problème culturel, si vous voulez, qu'il faut remettre. Un hôpital, c'est 2 ressources, humaines, technologiques.
Et les deux ont été négligés, à part quelques endroits où on a toujours pour montrer, quand le président de la République veut aller montrer qu'il y a un truc moderne. Mais globalement... Oui, après la question c'est encore une fois pourquoi on ne duplique pas les bonnes pratiques. Ça semble mais ce que dit Frédéric est juste, et c'est acutisé par un problème, c'est que vous avez en plus l'oppression sociale des personnels. Parce que, par exemple, pour parler de l'assistance publique et de Paris, mais c'est valable dans les grandes villes, se loger. Se loger est devenu épouvantable. Donc du coup, parfois, les personnels, pour venir travailler, ils font 20-30 km en voiture pour arriver. Ils sont remarquables parce qu'ils arrivent à l'heure. Mais il y a l'essence. Ah, vous retombez sur votre sujet de l'autre jour. Il y a le prix de l'essence. Il y a le logement. Après, évidemment, vous avez toutes les femmes qui sont monoparentales. D'accord ? Et ça pose un problème. Donc, du coup, il y a cette globalité. Et comme tu viens fort justement de dire, on est encore, même avec les augmentations du Ségur, on est passé de la 28e place des pays de l'OCDE à la 18e place des pays de l'OCDE sur l'échelle des salaires des infirmières et des soignants. Très bien. Mais ça veut dire qu'il faut remettre un coup de pouce. Et en effet, derrière ça, il y a la valeur des choses. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous avez une société, là c'est pour élargir le débat, mais vous avez plus de valeur à faire boursier, à jouer à la bourse, d'accord, à être youtubeur, à être influenceuse. Alors là, c'est le summum de tout maintenant, hein, mais infirmière. Et vous avez une péjoration des valeurs. Et c'est vrai, quand les gens les ont applaudis, quand on nous a applaudis, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et là, il y a une déconvenue. Il y a une déconvenue. Et moi, je me souviens encore d'une infirmière avec qui j'ai parlé l'autre soir qui m'a dit, moi, j'arrête parce que ma hiérarchie m'écoute pas et j'en ai assez parce que je choisis entre me racheter des fringues ou partir en vacances. Eh ben ça, c'est pas possible. Parce que vous pouvez pas sauver des vies humaines. Vous ne pouvez pas sauver la souffrance des gens, d'accord, par amour, parce que tout ça, c'est de l'amour, et puis vous dire, eh ben, les fins de mois, elles sont épouvantables. Bruno Megarban, est-ce qu'il y a des risques, cette situation-là qu'on vit avec les lits fermés faute de personnel, si on se projette dans l'hypothèse, on espère que ça n'arrivera pas, d'une nouvelle vague, d'une crise Covid similaire aux précédentes, ça craque ? Oui, vous avez raison. En fait, on avait surtout alerté qu'en septembre, plus qu'une vraie vague nouvelle avec une arrivée massive de patients, ce qui allait faire le problème, c'est la crise sociale. Alors en fait, il faut savoir, c'est qu'en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Parce qu'effectivement, vous avez des départs de personnel. La solution que trouve l'administration, c'est fermer des lits. Or, les besoins en termes de santé d'une population qui est malheureusement vieillie, qui a des maladies de plus en plus graves, qu'il faut soigner avec la Covid, eh bien, reste la même. Et donc, en fait, on augmente la charge de travail sur finalement ceux qui restent, qui sont d'ailleurs les plus volontaires, les plus motivés malgré toutes les conditions. Et eh bien, ils en arrivent au burn-out, ils partent encore plus et encore enferment des lits, etc. Donc on est dans cette spirale sans fin. Et pour solutionner les choses, évidemment... 27 000 lits de moins depuis 2020. Voilà, et pour solutionner, l'hôpital n'a qu'une seule solution, c'est d'amener ces fameux intérimaires qu'ils payent 3 à 4 fois plus cher. Alors que s'ils avaient mieux réglé les ressources humaines, s'ils avaient amélioré les salaires de façon convenable avec les infirmiers titulaires, peut-être en leur demandant un engagement de carrière à l'hôpital public, on n'en serait pas là. Non, c'est juste pour ajouter à ce qui vient d'être dit que la pénibilité, elle n'est pas seulement sur le salaire, c'est aussi cet hôpital-entreprise qui est arrivé, qui est l'antithèse de ce qu'il fallait faire. Et en effet, si on repart de ce qui s'est fait à Valenciennes, en fait, ça parle. Mais ils ont voulu faire ça en créant ce qu'ils appelaient des pôles, c'est-à-dire tordre le cou au service, c'est-à-dire tordre le cou à la proximité, et puis créer des pôles où on a pris des médecins en leur disant vous allez devenir en gros chef de pôle, directeur de pôle, d'accord ? Mais c'est même maintenant directeur de département d'école universitaire. Voilà, mais on met des galons sans arrêt, vous savez, c'est comme les armées mexicaines, plus on met de médailles et moins il y a de soldats. Donc c'est très bien, ils ont fait ça. C'est complètement déconnecté de la réalité et des problèmes du personnel. Ce qui fait que d'un coup, on nous a acheté des brancards, on nous a acheté des ambulances. Personne n'a donné son mot. D'un coup, le truc, il tombe du ciel comme ça et vous travaillez mal avec.
vous savez même pas qui vous a... Mais ça correspond à rien. Oui, juste dans la valeur dont parlait Patrick tout à l'heure, c'est relativement simple, et c'est ce qui se passe à Valenciennes, c'est que c'est ce qu'on appelle une gouvernance participative. C'est pas très compliqué quand même de faire participer les gens. Et un autre aspect plus économique, c'est qu'il faut gérer des ressources médicales à l'échelle d'un service, c'est-à-dire proche des patients, proche du terrain et maintenant proche du territoire. Juste une seconde sur revenir sur l'aspect politique que votre confrère disait. Je l'ai vu dans d'autres pays, c'est pas propre à la France. Le personnel politique ne s'intéresse pas à la santé pour 3 raisons. Le premier, c'est que personne ne travaille dans les partis politiques sur le fond, sur les questions de santé sur le fond, à l'exception de 6 mois avant l'élection, où on essaie de trouver 3 idées phares qui vont porter le truc. C'est vrai dans tous les partis, et aujourd'hui en France, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il y a une représentation un peu excessive des politiques qui se dit c'est un sujet casse-gueule, hypersensible. Il y a les lobbies des médecins, si on va là-dedans, si on truc, bon. Et la troisième chose qui se passe, c'est qu'on manque de vrais réformateurs. Parce que c'est vrai que, je reviens sur ce qu'avait fait Obama pour avoir travaillé là-bas quand il y était, c'est qu'il a dit, moi j'ai fait une seule chose dans mon premier mandat, c'est la réforme de la santé. Le deuxième mandat, j'ai fait principalement une chose, c'est défendre ma réforme de ma première. C'est des réformes sociétales, parce que si vous voulez, c'est la santé, ça touche l'ensemble de la société. C'est du social, c'est du médical, c'est de l'économique. Et on sait maintenant que c'est du géopolitique, c'est du soft power. Donc vous voyez, tout ça, moi je dis, quand je vois des candidats, je dis, écoutez, si vous voulez quelque chose d'important sur lequel vous pouvez porter, prenez juste ça. Si vous réussissez ça, vous restez dans l'histoire. Vous restez dans l'histoire. T'as 1000 fois raison, il y a un exemple politique là-dessus, c'est le génocide au Rwanda. Quand le génocide s'arrête, que fait le président du Rwanda? Il fait un système de santé avec une sécurité sociale et ça calme tout le monde en disant on va soigner tout le monde. C'est donc le socle de la République, c'est le socle des sociétés. De toute façon, vous prenez n'importe quel chaos, même actuellement en Afghanistan, le seul truc où il y a marqué encore et qui tient encore la route, c'est marqué hôpital, même s'il n'y a rien derrière. C'est pas grave. Ça structure les sociétés. Et c'est ça qu'on a perdu. Bismarck, pour structurer les 2 Allemagnes, créer la sécurité sociale. Bien sûr. Je reviens à la théorie de l'occasion, enfin la théorie à cette idée d'une occasion manquée. Totalement raté. Et vous avez raison, la campagne présidentielle ne répond pas aux attentes des Français. Ne vous étonnez pas, ils n'iront pas voter parce que ça ne les intéresse pas. Je vais poser une dernière question, il nous reste quelques minutes à Rodolphe Bourret. Il y a eu le Ségur, c'était le Ségur de la santé, je ne me trompe pas, j'allais dire le Grenelle, mais ce n'est pas le même ministère. Il y a eu le Ségur de la santé. Vous y aviez été associé, oui, non, sous quelle forme, pour essayer de comprendre comment le personnel politique tient compte d'une expérience qui marche? Alors nous, on a été audité par la mission Clarisse pour montrer quel était notre modèle d'organisation. Et après, on n'a plus été, nous, sollicités. Et donc, c'est vrai que le modèle de transformation de Valenciennes a peu été, à mon avis, utilisé dans les réformes. C'est dommage. C'est véritablement une rupture avec le système qui est un système très hiérarchique qui existe actuellement. Le modèle de Valenciennes est un modèle qui est complètement inversé, avec un hôpital qui arrive à soigner, en même temps qui arrive à être attractif, qui a la paix sociale, et puis qui a une augmentation d'activité qui est constante. En 10 ans, ce modèle-là a permis, de revenir à l'équilibre financier, mais c'est presque secondaire. En fait, c'est un impact secondaire en fait, à une activité de soins qui s'est multipliée par 2 en 10 ans grâce à ce modèle organisationnel. Et pourquoi ça s'est multiplié par 2? Parce que tout simplement, les parcours de soins ont été décidés par les soignants et les soignants ont décidé des moyens qu'ils allaient affecter à leur parcours de soins. Et donc, à partir de ce moment-là, les coûts qu'on mettait sur le soin, on ne les mettait pas sur la gestion administrative. Et donc, quand moi je dis qu'on a 5% de coûts administratifs comparé à 30-35% dans les hôpitaux, les 25% autres, chez moi, ils sont orientés sur le soin, sur les équipes soignantes. Et c'est vrai que, par exemple, sur les effectifs, moi j'ai certainement plus d'effectifs que les autres hôpitaux de taille équivalente, parce qu'on a mis ce budget pour pouvoir
justement soigner en fonction de ce qu'on avait décidé, enfin, ou de ce que les médecins ont décidé. Et c'est vrai qu'on est sur une gouvernance qui est participative, avec un ensemble de médecins, de soignants et puis d'administratifs. Mais les administratifs sont au service en fait de la décision médicale. Merci Rodolphe Bourret. Et puis on voit que ça fonctionne, l'intelligence collective, puisque c'est un directeur avec l'accent du Sud qui travaille dans un hôpital de Valenciennes, donc ils s'écoutent les uns les autres. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je ne sais pas si on a donné des idées aux candidats. En tout cas, ils peuvent aller voir du côté du Nord. Il y a sans doute quelques bonnes idées à trouver. On passe à notre rubrique Les électeurs ont la parole.